Alors, il est vrai qu'il y a une grande idée reçue en Europe sur les migrations africaines, notamment d'Afrique subsaharienne, du sud du Sahara. Et cette grande idée reçue, c'est qu'il y aurait une invasion d'Afrique. Et c'est une idée qui est liée au ramdam médiatique, disons, depuis 2005. Ça avait commencé avec Ceuta et Melilla, quand on avait eu des images de migrants prenant d'assaut les enclaves. Ensuite, il y a eu les pirogues aux Canaries, maintenant beaucoup de bateaux qui s'échouent au large de l'Italie. Et toutes ces images-là, très véhiculées, très montrées dans les médias, donnent l'impression qu'il y a une invasion. En réalité, ce que les statistiques nous montrent, c'est que la plupart des migrants africains qui arrivent en Europe arrivent par avion et de façon tout à fait régulière, et que donc ces arrivées irrégulières et dans des conditions dramatiques sont très minoritaires. Ce qu'on sait aussi, c'est que les migrants qui arrivent n'ont pas du tout le profil de migrants miséreux en moyenne et en général, parce que ceux qui migrent sont ceux qui ont les moyens de migrer, et quand on compare ceux qui migrent avec ceux qui ne migrent pas, ceux qui migrent sont ceux qui sont en réalité les plus instruits. Et quand on regarde en France la population des migrants subsahariens et qu'on la compare avec la population française, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de diplômés du supérieur parmi les Africains d'Afrique subsaharienne que dans la population dite majoritaire de Français nés en France, des parents français. Donc ça fait déjà deux idées reçues qui sont un peu battues en brèche. L'idée d'invasion, elle est aussi rejetée par le fait qu'en réalité les subsahariens sont vraiment une minorité des immigrés en France et en Europe. À la fois en France et en Europe, c'est 12% de la population des immigrés. Donc une petite minorité, mais c'est vrai que c'est une population qui a beaucoup augmenté depuis les années 60-70, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de migrants subsahariens. Donc effectivement, maintenant, ils ont gagné en visibilité, mais ils restent vraiment une minorité. Et en réalité, le fait dominant à retenir, d'un point de vue statistique, c'est que les migrants subsahariens restent en Afrique. On a pu, à partir des données de recensement, et c'est la Banque mondiale qui avait fait cet exercice, vous avez pris l'Afrique de l'Ouest et regardé dans quel pays résidaient les migrants partis d'Afrique de l'Ouest. Et en réalité, on s'est aperçu que 70% des migrants internationaux partis d'Afrique de l'Ouest étaient dans d'autres pays d'Afrique. 15% seulement en Europe et je crois 6% aux États-Unis. Donc le fait dominant, c'est que les migrants migrent essentiellement à l'intérieur de l'Afrique, et c'est encore plus vrai pour les réfugiés. Par exemple, autour des conflits du Tchad ou du Rwanda ou même du Congo, on s'aperçoit que 90% des réfugiés sont allés dans les pays voisins, et seulement 10% dans des pays plus lointains et hors d'Afrique. Donc vraiment un point important, c'est qu'ils restent essentiellement en Afrique. Et pour finir sur cette idée qu'il n'y a pas invasion en Europe, donc non seulement il y a finalement assez peu d'entrées, mais il y a aussi des sorties que la plupart des pays européens ne mesurent pas, et à travers l'enquête Maffei dont parle le livre qu'on a sorti, on a pu, à travers notre enquête, mesurer les retours. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient importants. Alors, je donnerai l'exemple des migrations sénégalaises. Si on prend tous les migrants partis depuis le début des années 70, 10 ans après leur départ, vers des pays du Nord, notamment vers l'Europe, un tiers était reparti vers leur pays d'origine. Donc, après 10 ans, un tiers était déjà reparti. C'est une proportion importante. C'est une proportion qui est encore plus importante parmi les migrants qui étaient partis en Afrique. Donc, les Sénégalais partis dans d'autres pays d'Afrique, après 10 ans après leur départ, ils étaient 2 tiers à être revenus. Alors on peut se demander pourquoi ils reviennent beaucoup plus d'Afrique que d'Europe. On peut se dire que c'est parce que les conditions de vie sont beaucoup plus attractives en Europe et que du coup c'est moins intéressant de repartir en Afrique. Mais en réalité, on pense que c'est lié aux conditions de circulation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Afrique, il y a un contrôle des frontières qui est très faible, voire inexistant à l'intérieur de l'Union économique d'Afrique de l'Ouest. Donc il est facile d'aller et venir. A contrario, il est beaucoup plus difficile de circuler entre l'Europe et l'Afrique. Et on s'est rendu compte que les migrants qui étaient partis il y a plus longtemps, disons avant les années 80,
rentraient beaucoup plus souvent, ceux qui étaient partis vers l'Europe rentraient beaucoup plus souvent à l'époque qu'ils ne rentrent aujourd'hui. Ceux qui étaient partis avant 1982, après 10 ans, 3/4 étaient rentrés. Ceux qui sont partis dans les années 90, après 10 ans, une quinzaine de pourcents étaient rentrés seulement. Et donc, l'idée, c'est que quand la circulation est entravée par le contrôle des frontières, les migrants rentrent moins, parce que si jamais ils ne réussissent pas leur réinsertion dans leur pays d'origine, ils savent que ce sera trop coûteux de repartir. Et donc, ils ont tendance à moins rentrer. Donc, on est au total dans un contexte où on a des migrants qui sont plutôt plus instruits, des migrants d'Afrique qui sont plutôt plus instruits que la population française, qui en majorité entrent de façon tout à fait régulière et qui, pour une partie non négligeable, repartent vers leur pays d'origine, mais repartent de moins en moins du fait du contrôle des frontières. Alors, les migrants acteurs du développement, c'est une grande attente politique. Et c'est une attente aussi des pays d'origine et des familles. Alors il est vrai que dans certains pays d'Afrique, les transferts des migrants représentent une manne financière énorme. Au Sénégal, de nouveau, qui est un des pays sur lesquels on travaille, les transferts financiers faits par les migrants représentent un volume d'argent supérieur à l'aide publique au développement. Donc c'est des montants qui sont très importants, et du coup les transferts des migrants, toujours au Sénégal, représentent plus de 10% du PIB. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau macroéconomique. C'est important aussi au niveau du développement local, parce que dans certaines régions d'Afrique, et c'est le cas dans la vallée du Sénégal qui est frontalière entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc dans la vallée du Sénégal, il y a une organisation collective très forte des migrations, avec des migrants qui s'organisent en association pour réaliser des investissements collectifs, des centres de santé, des écoles. Et donc ils ont un effet sur le développement local. Donc une majorité des migrants qui nous sont déclarés par les ménages envoient de l'argent, pas loin de 60% dans les deux pays. C'est la plupart des ménages qui ont déclaré des migrants à l'étranger, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont des enfants, soit parce que des enfants à l'étranger, soit parce qu'il y a un des conjoints du chef de ménage qui est à l'étranger. Quand il y a des migrants à l'étranger, les ménages reçoivent de l'argent en grande majorité. Là, 60-70% des ménages qui ont des migrants reçoivent des transferts. Ce sont des transferts qui sont utilisés essentiellement pour des dépenses domestiques, de la vie quotidienne, de logement, d'alimentation, de frais de santé, de frais de scolarité. Ce sont des revenus qui sont vraiment essentiels pour les ménages. À Dakar, par exemple, un tiers des ménages qui reçoivent de l'argent de l'étranger déclarent que cet argent représente une partie élevée ou très élevée de leurs dépenses. Donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à l'économie des ménages. Et ceux qui transfèrent le plus, les migrants qui transfèrent le plus, ce sont ceux qui sont en Europe plutôt que ceux qui sont en Afrique, et on comprend bien parce qu'ils ont des revenus supérieurs. Ce sont les plus instruits par rapport aux moins instruits, et là encore on le comprend bien parce qu'ils ont plus de revenus et donc sont capables d'envoyer plus d'argent, et d'une certaine façon ça compense un peu les inquiétudes qu'on a à l'égard du brain drain, de la fuite des cerveaux. Et donc il y a ces transferts vers les ménages que réalisent les migrants, mais il y a aussi les investissements que les migrants réalisent à un titre individuel, notamment dans le secteur immobilier ou dans les affaires. Et là, on voit très bien avec nos études, quand on suit les trajectoires des migrants et des non-migrants, donc depuis disons, l'âge de 18 ans des personnes, on les suit et on suit leur trajectoire migratoire, où ils sont à tout moment, et à quel moment ils investissent dans un bien foncier ou dans un bien immobilier ou dans une affaire, un business. Et on se rend compte clairement que après la migration, une fois qu'ils ont migré, les Sénégalais ont beaucoup plus de chances d'acquérir un bien immobilier ou un bien foncier que ceux qui n'ont jamais migré. Et ceux qui sont partis en Afrique, les migrants qui sont partis en Afrique, eux ont beaucoup plus de chances d'investir dans des affaires, dans des petits business, notamment au moment où ils rentrent. Et alors je disais petit business parce que ce sont effectivement, c'est plutôt du commerce informel, c'est plutôt du petit artisanat. Et si les migrants en Europe investissent plutôt dans de l'immobilier, c'est parce que c'est une forme d'investissement qui est d'abord, ça
demande plus de moyens que des investissements dans des petits business. C'est un investissement qui est très sécure, on ne risque pas de faire faillite, on construit, et c'est un investissement qui est très progressif aussi. Donc c'est sécurisant pour les migrants, parce que finalement l'argent est tout de suite transformé en quelque chose de concret qui va se conserver, et petit à petit on peut construire des étages pour capitaliser. Et ce qui est important aussi quand on compare les non-migrants et les migrants, c'est qu'on se rend compte que la migration a un effet d'ascenseur social. C'est-à-dire que si on regarde par exemple les différences entre les hommes et les femmes parmi les non-migrants, on se rend compte que les femmes ont beaucoup moins de chances d'investir, soit dans de l'immobilier, soit dans des affaires. Et cette différence entre hommes et femmes, elle disparaît quand on regarde simplement les migrants. Donc il y a, si vous voulez, la migration a un rôle d'égalisateur en réalité, pour les femmes par rapport aux hommes, mais c'est aussi vrai quand on regarde le niveau d'instruction. Quand on regarde les non-migrants, les moins instruits ont moins de chances d'investir. Par contre, chez les migrants, cette différence se nivelle et les migrants ont les mêmes chances d'investir, quel que soit leur niveau d'instruction. La réponse de l'Union européenne et des pays qui composent l'Union européenne, elle est largement guidée par la peur de l'invasion que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'évoquais 2005 l'assaut de Ceuta et Melilla, et clairement on voit dans toute la documentation de la Commission européenne, tous les différents documents qui ont été produits après 2005, sont entièrement orientés comme une réponse à Ceuta et Melilla. Et c'est clairement exposé dans la justification des documents qui sont produits. Et donc, depuis à peu près 2005, l'Europe réagit en forteresse assiégée par rapport aux migrations africaines, en investissant beaucoup dans le contrôle des frontières, notamment à travers la création de l'agence Frontex, qui absorbe beaucoup des crédits de l'Union européenne, mais réagit aussi en forteresse assiégée en limitant les possibilités d'entrée en Europe, par exemple pour le regroupement familial. Les conditions d'entrée au titre du regroupement familial se sont durcies dans tous les pays de l'Union européenne, et donc il y a cette tendance au resserrement du contrôle qui est très forte, et donc qui est une réaction à cette peur de l'invasion véhiculée par les médias et par objectivement des événements qui sont dramatiques mais qui sont statistiquement peu significatifs. Alors on peut se demander quel est le bénéfice de cette politique de resserrement du contrôle, et on peut se demander s'il y aurait invasion vraiment si nous gardions moins les frontières. Alors c'est compliqué de répondre, mais en même temps on peut regarder ce qui se passait avant, et notamment avant 1973, avant la première crise pétrolière. Les frontières de l'Europe, des pays à l'intérieur de l'Europe, étaient très peu contrôlées. Et on n'était pas du tout dans une situation d'invasion. On sait très peu aussi, par exemple, que jusqu'au milieu des années 80, les ressortissants des anciennes colonies en France n'avaient pas besoin de visa pour entrer. Et en même temps, tant qu'ils n'avaient pas besoin de visa et qu'ils pouvaient simplement arriver en France, on n'était pas non plus dans une situation d'invasion. Donc c'est compliqué de dire ce qui se passerait si on ne contrôlait pas les frontières, mais il y a eu des périodes où on avait un moindre contrôle des frontières et pourtant pas du tout d'invasion de pays qui étaient déjà des pays en voie de développement et dans un contexte européen qui était déjà plus prospère que celui de l'Afrique, mais déjà en crise. Alors en revanche, on sait que si on avait un contrôle moins serré des frontières, on aurait certainement moins de mortalité, parce que finalement à mesure que les frontières sont physiquement gardées, les migrants déplacent leur route vers des zones moins gardées mais qui sont aussi plus dangereuses, et ceci a tendance à augmenter la mortalité. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, si les frontières sont moins fermées, et s'il y a un moindre contrôle de la circulation, il y a aussi plus de retours. Donc cette politique de resserrement du contrôle des frontières, en réalité, est hautement questionnable. Ça ne veut pas dire que les pays d'Europe n'ont pas de légitimité à contrôler leurs frontières, parce que c'est effectivement leur droit de déterminer qui peut entrer et rester, mais néanmoins, décider de dépenser beaucoup d'argent public
alors qu'on est tout à fait incertain des effets voulus, et alors qu'on sait qu'il y a des effets négatifs comme la mortalité ou comme le fait qu'on freine les retours, c'est assez questionnable. Et d'ailleurs la question du retour est très, très paradoxale, parce qu'on a des discours publics dans les pays et à l'échelle de l'Union européenne, et même à l'échelle des grandes organisations internationales, qui valorisent la circulation, qui disent qu'il faut faire de plus en plus de circulation, et en même temps, on ferme les frontières, comme je l'ai dit, et puis on a des instruments d'encouragement au retour qui ne sont pas forcément appropriés. On multiplie des programmes d'appui au retour, des retours qui sont parfois forcés, qui sont des raccompagnements à la frontière, mais on sait que ça concerne très peu de migrants, et des migrants qui n'ont pas forcément envie de rentrer, donc qui risquent de retenter un nouveau départ. Et puis en plus, ce sont des programmes d'appui au retour qui sont très peu coordonnés et qui s'imposent au pays d'origine sans coordination. Et du coup, les pays d'origine en Afrique se trouvent un peu avec des dispositifs qui sont imposés par les pays européens sans avoir tellement de leviers eux-mêmes pour agir sur une politique de migration.